Bonsoir à vous tous et merci de nous préférer une fois encore pour vous informer. Regard croisé, les confrères sont déjà sur le plateau. Firmin Teko Agbo, il est chroniqueur politique. Firmin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, merci de m'avoir invité. Sur le même plateau, Ambroise Kondjo, il est le directeur de publication de Guardian. Ambroise, oui, bienvenue. Mathieu, bonjour, bonsoir. Bonjour toutes les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Dimas Dikodo, lui, il est le patron du forum de la semaine. Dimas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. On va aborder le tout premier thème de cette rencontre de ce soir, le Mali, pour démarrer. Une demi-douzaine d'enseignants enlevés puis relâchés par des djihadistes. Dis-moi, Dikodo, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ce pays d'Afrique? Rien ne se passe. C'est ce que l'Occident a dessiné, c'est ce qui est en train de se dérouler. C'est tout un schéma, tétaniser le pays, rendre le pays ingouvernable pour pouvoir profiter des ressources de ce pays. C'est une logique qui est bien décrite, un programme bien huilé. Et c'est ça qui continue parce que on ne peut pas nous dire que ceux qui agissent, ceux qui interviennent contacts de djihadistes, de terroristes, de je ne sais quoi, sont inconnus des puissances occidentales. C'est des gens bien connus, bien suivis. Et donc, on ne peut pas nous dire qu'il y a une partie du pays qui abrite des gens qui sont incontrôlables. Alors, on a rendu cette partie du pays comme telle. Qui l'a rendu? Je parle de l'Occident. L'Occident a quoi faire dans cette affaire? Vous connaissez toutes les puissances qui constituent l'Occident. Oui. Donc, c'est eux qui agissent. Je peux vous donner un exemple. Quand Blaise Compaoré était au pouvoir, Blaise recevait les dirigeants de ces groupes taxés de terroristes-là. Discutait avec eux et après ils peuvent repartir suite dans leur base sans problème. Et quand l'hôtel Radisson Blu était attaqué à Bamako, ben, il y a des drones américains qui suivaient et qui indiquaient là où se trouvait chaque terroriste et qui ont été abattus, ce qui a permis à la force la malienne de les abattre un à un facilement dans le bâtiment. Mais quand ils quittaient leur base pour venir attaquer l'hôtel, pourquoi on ne les connaît pas? Pourquoi ces mêmes drones n'arrivent pas à les détecter, à les repérer? Et on les laisse opérer d'abord avant de se rendre visible aux drones. Et quand vous arrivez dans des bases comme vous arrivez à Agadez, vous arrivez à Tamaracet, vous allez voir qu'il y a des bases militaires, des Français, des Américains là-bas, avec des drones qui se posent et décollent toutes les minutes. Et donc, ce qui veut dire que la zone est bien cernée, bien surveillée. Et donc, je me dis que ceux qui agissent là-bas, ne sont pas inconnus. Non, ce ne sont pas des inconnus, c'est des gens bien contrôlés, bien suivis, bien quadrillés, bien formés. Et pour terminer, je peux dire que les armes qu'ils utilisent ne sont pas des armes tombées du ciel, ni fabriquées au Mali. Vous voyez? Mais quand vous savez que le commerce d'armes est bien contrôlé par les dirigeants des pays où on fabrique ces armes-là. Et c'est pour ça que s'il y a une interdiction, par exemple, une sanction des Nations Unies pour ne pas livrer des armes à tel ou tel autre pays, mais les dirigeants politiques veillent à ce que cela ne soit pas, à ce que cela soit respecté. Donc, si ces commerces peuvent fleurir en Afrique et que ces hors-la-loi peuvent facilement trouver des armes pour venir frapper au cœur
de la République, ben, je me dis que c'est des gens bien guidés, bien outillés et bien télécommandés pour pouvoir agir dans un but bien précis. Ambroise, votre avis m'intéresse sur la question. On voit une demi-douzaine d'enseignants enlevés puis relâchés quelques après. On se demande concrètement qu'est-ce qui se passe dans ce pays où personne semble ne maîtriser rien de ce qui se fait, ce qui se dit, et ça prend de l'ampleur jour le jour. Oui, d'abord, je pense que la question là, on doit franchement la poser aux djihadistes eux-mêmes, sauf qu'ils ne peuvent pas répondre. Ça me rappelle quand ça a commencé au Mali et que les djihadistes aient demandé aux gens de ne pas prendre de l'alcool, de ne pas ouvrir les bistrots, de ne pas jouer au football, de ne pas voir la télévision. Je me suis dit, là, nous sommes au Moyen-Âge. C'est monsieur, c'est hors la loi, nous on va au Moyen-Âge. C'est un message qu'ils sont en train d'envoyer à la France, en général, en particulier, et dans un cas général, aux Occidentaux, comme quoi nous ne voulons pas de votre enseignement. Sauf que les mêmes personnes à qui ils enseignent le Coran et la charia, ils tuent les mêmes personnes, ils tuent leurs propres frères. C'est là où je n'arrive pas à comprendre l'idéologie même des gens. C'est dans ce sens que je les classe parmi les fous. C'est-à-dire soit c'est des fous ou c'est des handicapés mentaux. Bon. Maintenant, tout ce scénario-là me renvoie à plusieurs questions. Qui finance les terroristes, les djihadistes? Qui est-ce qui loge aujourd'hui le MNLA? Le MNLA, c'est aussi un groupe terroriste. Mouvement national de libération. Pourquoi la France a bloqué Kidal? Pourquoi la France a fait tampon à Kidal, au centre du Mali jusqu'au nord? Si vous cherchez à répondre à cette question et vous montez dans les solutions, vous comprendrez que l'enjeu est économique, après tout. Et il faut tout, pour des raisons économiques, pour des raisons de pillage des ressources minières et autres. Certaines puissances étrangères sont prêtes à tout, même s'il faut tuer tous les Maliens pour s'accaparer des déchets, ils sont prêts. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La preuve, pour de rien du tout, on vient prendre les enseignants. Ils sont capables même de les tuer. Ils en ont fait par le passé. Ils ne vont pas inventer. Donc, moi, je suis en train de voir que les dirigeants africains doivent repenser leur mode politique de gouvernance. Repenser le mode politique de gouvernance, c'est-à-dire, c'est de se poser la question de savoir, nous gouvernons pour nos populations, nos peuples, ou pour des Occidentaux, pour des puissances étrangères. Je me demande pourquoi le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, ces puissances aussi, qui ont eu à coloniser des pays, ne maintiennent pas la force coloniale. Je parle bien de la force coloniale. La force coloniale, c'est les bases françaises qui sont au Niger, au Mali, ou encore à Djibouti, en Centrafrique, au Gabon, partout. Pourtant, le droit international ou les Nations Unies ont quitté ce champ-là, ont tracé des lignes rouges de la non-intervention dans les pays souverains, dans les pays où les gens ont choisi de se gouverner eux-mêmes. Là, je comprends aisément avec cette situation, cette actualité, que les Nations Unies ont démissionné. Les Nations Unies sont devenues une machine à bureaucrates. C'est devenu une pure bureaucratie. Même les réformes devant aller dans le sens de la refonte du Conseil de sécurité n'ont pas abouti. Donc c'est pour dire aujourd'hui que... Jamais. Malheureusement, ils seront obligés de le faire, sauf que aussi à leur manière pour pouvoir tirer toujours des profits. Quand vous voyez la Chine et la Russie, toutes les résolutions qui sont prises dans le cadre de la démocratie et des droits de l'homme, ils s'opposent. Ils posent leur veto. Mais vous allez comprendre que ceux-là qui votent, qui proposent souvent des résolutions, c'est toujours les États-Unis et la France. États-Unis, France. C'est toujours les deux pays-là que... C'est les noms des deux puissances-là que vous allez entendre. C'est vrai qu'ils négocient en sourdine avec l'Angleterre, l'Allemagne et autres, sauf... Mais c'est eux, surtout la France. Quand il s'agit des pays francophones, surtout d'Afrique, c'est toujours la France. Je n'ai rien contre la France. Mais j'ai des questions à poser aux dirigeants français. Depuis De Gaulle. Depuis De Gaulle jusqu'au dernier président qui est là actuellement. Macron. Il me dira que lui, d'accord, moi je suis africain, mais je me dis que tous
ce que vous faites là, la nature même a horreur du vide. C'est-à-dire que quand je vais le dire, certains vont me dire que là, ils quittent un terrain politique pour aller sur un terrain qui n'est pas un terrain rationnel. Oui. Tout ce qui se produit en France aujourd'hui, les attentats, je ne fais pas l'apologie du terrorisme. Mais je me dis que même simple pluie qui inonde Paris ou ailleurs, le feu, tout cela, c'est des messages. Parce que ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Il y a une entité puissante qui a créé le monde. Et si on en vient à ça, tout ce qu'ils font, ils vont payer. Firmin Tenko-Agbo, sur la même question, payer. je voudrais vous écouter. Ambroise Pondieu est un chrétien. Il a démontré le lundi passé, il le démontre encore aujourd'hui. Je pense que s'il avait bien suivi Dimas Dikodo, il n'allait pas être tellement si colérique. Ce que Dimas a dit témoigne de tout un complot qui est organisé en ce qui concerne la gouvernance du monde et surtout la gouvernance du continent africain. Disons la même chose. Voilà, je vais te le démontrer tout à l'heure. La première chose, ça me rappelle un peu un documentaire que j'avais suivi quand j'étais encore plus jeune par rapport à ceux-là qui dirigent le monde. C'est-à-dire, il y a des lobbies quelque part et ce sont eux qui disent, bon, toi, on te choisit. Tu vas devenir président des États-Unis pendant 4 ans ou 8 ans. Tu vas créer une guerre et maintenant, après, on t'enlève. Maintenant, on envoie un autre qui vient, qui va venir pacifier. Et là, on donnait l'exemple de George Bush fils et Barack Obama. On dit, bon, George Bush, il fallait qu'on crée un peu la guerre en Irak et puis vendre les armes. C'était ce que le documentaire disait. Donc, on avait envoyé George Bush qui était venu. Donc, il était venu avec son ambition de monter tout un dossier et lancer la guerre en Irak. Et après, on l'a fait partir, on a fait venir Obama qui s'est opposé, qui s'est montré un pacificateur. Je pense que c'est comme ça que le monde se gouverne. Il y a des gens quelque part qui décident. Parce que ce sont des gens qui fabriquent des armes et ils cherchent toujours des terrains pour faire couler leurs marchandises ou ce qu'ils sont, ou leurs produits. Et l'Afrique est un terrain bien fertile et c'est ce qu'ils sont en train d'expérimenter depuis un certain nombre d'années. Maintenant, la question qu'il faudra se poser, où se trouvent les dirigeants africains. Maintenant, on peut parler d'autres choses, mais en ce qui concerne les vies humaines qui sont en train de partir, qui sont les gens qui sont en train de partir, qu'est-ce que les dirigeants africains pensent réellement? La première chose que moi je voudrais leur dire, regardez, soit vous acceptez que vos frères meurent comme ça avec le djihadisme, avec le terrorisme, avec des attentats et vous restez là. Soit vous dites non, on n'est pas d'accord et on prend des résolutions fermes. Regardez, quand Blaise Compaoré était là, au moins, ils négociaient avec les djihadistes. Maintenant, les djihadistes se disent, on veut ceci, on veut cela. Et Blaise Compaoré essayait de discuter avec eux et puis leur donner ce qu'ils voulaient. Soit c'est les chefs d'État qui sont aujourd'hui au pouvoir, que ce soit au Mali, Beka, que ce soit Christian Kaboré au Burkina Faso. Je pense que la meilleure des choses qu'il faudrait faire, qui reviendrait à ces chefs d'État, c'est d'appeler ces terroristes-là, de discuter avec eux, de dire, qu'est-ce que vous voulez? Soit ils sont taciturnes et la situation va se perdurer et maintenant les gens vont mourir par dizaines tous les jours. Regardez tout ce qui se passe au Burkina Faso. Maintenant on vient d'enlever des gens, peut-être demain on va tuer des gens au Mali et des jours après on va encore tuer des gens au Burkina Faso. Que les dirigeants africains prennent leurs responsabilités. Maintenant la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est la question de vulnérabilité. Vous savez, quand l'État islamique, non pas l'État islamique, Boko Haram a été créé, ça a été créé en 1999, si j'ai bonne mémoire. C'est un membre de l'État islamique. Oui, c'est un membre de l'État islamique. Oui, c'est un membre de l'État islamique. Boko Haram a été créé en 1999 parce que leur chef à l'époque, Mohamed, se disait, maintenant ce sont les gens du Sud qui sont tellement riches. Nous, les gens du Nord, nous sommes tellement pauvres. Voilà, nous allons créer un État, nous allons vous créer. Maintenant, il a pris ceux-là qui n'avaient pas d'emploi, c'est-à-dire les gens vulnérables, ceux-là qui souffraient, qui n'avaient pas d'emploi, les travailleuses de sexe, un certain nombre de couches vulnérables, il les a rassemblés dans un État et puis il a travaillé pendant longtemps, il a formaté leur psychologie et c'est ça qui est devenu Boko Haram. Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? Quand on envoie chercher ceux-là qui vont créer des attentats, qui vont causer des attentats, ce sont des gens vulnérables, ce sont des gens qui sont sans emploi, ce sont des gens qui n'ont rien à faire, ce sont des gens peut-être qui sont des ratés dans la société. Alors il revient aux dirigeants africains de reposer la question sociale. La gouvernance sociale doit être revue. Autant on résout ce problème, autant on aura moins d'attentats. Merci, Firmin. Je pense que oui, c'est vrai que ce côté aussi est là. C'est vrai que le côté social est là. Il faut voir cela. Peut-être ça va rendre un peu difficile le recrutement.
Mais l'idéologie occidentale sera toujours appliquée en Afrique. Ils trouveront toujours Mais comment Blaise a pu maîtriser ce beau monde-là? Mais il y a plein de présidents. Mais vous savez que qui n'arrivent pas à ça, maîtriser. Blaise le faisait parce que c'était un bon business. Ça marchait, puis lui aussi trouvait sa part, les autres aussi trouvent leur part. Mais pourquoi discuter avec des gens qui viennent vous tuer tous les jours, soit disant qu'ils veulent ceci ou cela? Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire et qui ne touche pas nos dirigeants en Afrique, bon, du moins si ça les touche, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Mais le problème, c'est que... Dimanche, gardez le fil, on va marquer la pause et on revient juste après pour le débat.